L'industrie cosmétique va bien. Très bien. En date d'aujourd'hui, en 2021, sa valeur dépasse les 18 milliards de dollars au Canada seulement. Entre les publicités télé, les influenceurs beauté et notre envie de plaire, les cosmétiques sont non seulement lucratifs, mais ils connaissent un véritable boom économique depuis leur lancement officiel au début des années 1900. Malgré un retour vers le minimalisme dans nos vies, tous les jours comme consommateurs, on peut être tenté d'acheter plus de la nouvelle palette populaire au dernier fond de teint miracle déjà en rupture de stock. Comment ne pas se laisser berner par les marques tout en répondant à nos besoins réels? Où se situer dans la cacophonie marketing et les réglementations parfois trompeuses? Je vous dis tout et encore plus dans le dernier épisode de Derrière les cosmétiques. Est-ce que la réglementation au Canada est stricte par rapport aux claims qui sont mis sur les produits? En fait, je dirais que les compagnies ont surtout besoin de faire attention aux revendications au niveau de l'action du cosmétique sur la peau. Pour un shampoing qui encourage la pousse des cheveux, par exemple, on peut dire que ça renforce les cheveux, mais on peut pas dire que ça stimule la croissance des cheveux là, parce qu'on tombe vraiment dans le côté revendication pharmaceutique, donc là, c'est plus correct. La réglementation au Canada est beaucoup moins stricte que la réglementation européenne, mais il y a quand même une limite dans ce qu'on peut écrire comme entreprise. C'est sûr qu'il faut jamais aller dans le domaine médical, bien que beaucoup de compagnies vont jouer sur cette ligne-là. Portez attention quand vous allez regarder des produits autour de vous. Si vous cherchez un produit anti-taches, bien, ce sera jamais écrit traite les taches ou efface les taches. Ça va être écrit estompe l'apparence des taches pigmentaires. Ça va être écrit illumine le teint. En Europe, les revendications sont extrêmement réglementées. Par exemple, il est interdit d'avoir un nom qui comporte la mention bio si le produit n'est pas certifié bio. Ce qui fait que l'huile Bio Oil, qui est ultra connue dans le monde entier pour diminuer les vergetures, en Europe, on va la retrouver uniquement sous le nom Be Oil. Ensuite, en ce qui concerne les mentions sans silicone, sans parabènes, sans phénoxyéthanol, c'est maintenant interdit puisque selon la réglementation européenne, ces ingrédients ne sont pas dangereux pour la santé de l'homme et donc c'était vu comme discriminant et c'était uniquement une technique de vente que les marques utilisaient pour vendre. C'est un peu un marketing de peur, si on veut, puis c'est beaucoup ce que le Clean Beauty fait. Faites attention à tel ingrédient parce que c'est dangereux, sans pourtant se baser sur l'équation risque est égal danger fois exposition. Qu'en Europe, les tests sont interdits sur animaux pour les cosmétiques. Donc, tu ne peux pas, si tu es un cosmétique européen, mettre sur ton pack, normalement, non testé sur animaux, puisque, par définition, selon la réglementation, tu n'as pas à le faire. Les autorités estiment que une allégation, elle doit être informative pour le consommateur. Donc, dans les allégations 100, il y en a certaines qui sont encore autorisées, mais c'est assez particulier. Ça va être, par exemple, les produits pour peau sensible, l'allégation sans parfum. Et en ce qui concerne toutes les autres mentions, que ce soit hydratant, apaisant ou alors purifiant, ça doit toujours être justifié par l'utilisation de certains ingrédients dans la formule. Il y a beaucoup de termes qui sont pas réglementés au Canada comme vous voyez, donc tout ce qui est clean beauty, naturel, pour l'instant c'est pas des expressions qui veulent dire grand chose sur un produit au sens où c'est pas réglementé. Pour ce qui est de toutes les appellations avec le mot dermatologue, c'est là que ça devient un petit peu mêlant pour le consommateur je trouve, parce que entre autres le terme hypoallergénique qui est pas réglementé au Canada pour l'instant. Donc oui, en théorie quand on achète un cosmétique qui est écrit hypoallergénique, c'est censé minimiser le risque de réaction, d'allergie et tout ça, mais ça peut quand même arriver évidemment. Si vous voyez plutôt sur votre produit testé sous contrôle dermatologique, ça veut dire que la compagnie a payé quelqu'un à l'externe pour faire des tests pour s'assurer bon de la sécurité au niveau de la peau. C'est des tests en général qui coûtent assez cher et encore plus si vous voulez avoir un sceau officiel comme celui-ci de l'Association canadienne de dermatologie parce que là il va falloir leur envoyer toutes sortes de preuves. Eux ils ont une espèce de charte stricte qu'il faut respecter, donc entre autres il faut que le produit soit sans parfum et tout ça, mais c'est pas l'association comme telle qui va faire les tests, il faut que vous comme compagnie vous leur envoyez les preuves dans le fond que votre produit est sécuritaire. Donc ça c'est des frais de plus à débourser, donc ça dépend toujours de la compagnie si elle tient à avoir le logo ou pas. CeraVe cleansers developed with dermatologists with natural ingredients for a moisture that's relentless.
Ah oui, puis sur Instagram, vous m'avez posé quand même pas mal de questions par rapport au logo, donc je vais vous mettre un petit extrait et j'espère que ça va vous aider à démêler tout ça. Je me demandais aussi, est-ce que tous les produits qui sont vendus sur les tablettes ont été préalablement approuvés par Santé Canada? Quand on parle de cosmétiques, et là je parle pas de crème solaire ou de produits de santé naturelle, Santé Canada ne fait pas d'approbation. L'entreprise se doit de déclarer le produit à Santé Canada, au minimum de dire le pourcentage d'ingrédients de chaque sorte. Cependant, il n'y a pas de tests qui sont obligatoires jusqu'à temps qu'il y ait un problème qui survienne. Donc, s'il y a un problème qui survient et qui est répertorié par Santé Canada, ils pourraient faire des enquêtes et vérifier si les tests ont été adéquats effectués par l'entreprise. Mais à la base, c'est beaucoup moins sévère que, par exemple, en Europe. Comment on peut expliquer qu'entre les différents pays, il n'y a pas de consensus global par rapport à certains ingrédients qui sont proscrits, par exemple? Chaque pays ou continent a en fait sa philosophie de réglementation. Parce que, par exemple, les gens ont tendance à penser qu'aux États-Unis, il n'y a pas de réglementation cosmétique, ce qui est faux. En Europe, ils sont quand même un petit peu plus, je dirais, rigides dans les tests de toxicité. Ils vont bannir plus rapidement des ingrédients, des matières premières qu'on le fait au Canada ou aux États-Unis. Et ça va dépendre aussi de leur protectionnisme. En fait, partout dans le monde, le principe est le même, c'est-à-dire que les marques doivent mettre sur le marché des produits qui sont sûrs pour le consommateur. C'est plus le cadre qu'on donne à ces obligations-là qui est différent. En Europe, tout est très cadré, c'est-à-dire qu'il y a tout dans le règlement cosmétique. Aux États-Unis, pour le côté sécurité, c'est plus, en fait, vous devez assurer la sécurité du consommateur, mais on vous dit pas comment faire, débrouillez-vous. Il y a des différences entre les différentes réglementations dans le monde, tout simplement parce que même dans la sphère scientifique, il y a des problèmes qui n'ont pas forcément de bonnes réponses ou de réponses 0 ou 1, de réponses noires ou blanc, donc il peut y avoir des avis divergents. Ça s'explique également en fonction de la mentalité des mœurs des pays, puisqu'il y a des pays qui ont interdit les tests sur animaux et il y a d'autres pays où ils n'ont toujours pas interdit les tests sur animaux à l'heure actuelle, puisque ce n'est pas une préoccupation sociale dans leur pays. Donc en fait, la réglementation, elle dépend aussi de la culture de chacun. J'ai posé la question parce qu'au tout début de mes recherches pour le projet, je suis tombée sur les chiffres un peu choquants suivants. En Europe, on a banni plus d'1 millier d'ingrédients en cosmétiques versus environ 500 au Canada et 11 seulement aux États-Unis. Par contre, en creusant un peu, on se rend bien compte que c'est pas parce qu'un ingrédient est banni ailleurs qu'il est forcément utilisé ici. On retrouve par exemple dans la liste européenne du gaz, chose que vous trouverez probablement jamais dans vos cosmétiques canadiens. Sais-tu si c'est fréquent, en fait, qu'on va retirer du marché des produits parce qu'ils ont utilisé un ingrédient qui n'avait pas le droit, par exemple? Non, c'est assez rare quand même. En Europe, c'est assez rare. J'en vois passer de temps en temps, mais plus souvent, c'est des produits importés. En Europe, quand tu es distributeur, c'est-à-dire que tu importes un produit, tu as aussi des obligations de t'assurer que le produit est conforme à la réglementation, ce que ne font pas forcément tous les distributeurs. Et c'est là que tu peux te retrouver avec des ingrédients surprises qui n'ont pas à être là. Et aux États-Unis, c'est pareil, tu as quand même des ingrédients qui sont interdits. Si tu te fais toper avec un ingrédient comme ça, autant te dire que la FDA atomise en fait. Donc, ça n'a pas de sens de prendre ce risque-là, quoi. Est-ce que les pourcentages d'ingrédients actifs, ça peut changer d'un pays à l'autre? Donc, si on fait venir un cosmétique d'ailleurs, par exemple, ou est-ce que même les compagnies pourraient mentir sur le pourcentage d'un ingrédient actif dans leur formule? Santé Canada, il va pas regarder produit par produit, vérifier, faire des tests sur les concentrations, à part s'il y a un problème réel qui est détecté à multiples reprises. Il y a une différence entre les concentrations qu'on va retrouver au Canada par rapport aux États-Unis, par rapport en Europe. Le rétinol, qui est très tendance en ce moment, en Europe, on l'autorise de 0,3 à 0,5 dépendamment du type de produit, alors qu'au Canada, on est à 1 Ce n'est pas tant le pourcentage qui va changer en fonction des pays, mais c'est surtout la façon de vendre. Par exemple, l'acide azélaïque est uniquement sous prescription médicale au Canada, alors que ce n'est pas le cas en Europe et on peut l'acheter tout simplement dans n'importe quel magasin de cosmétiques. Donc, chaque pays va avoir un peu ses normes
en termes de sécurité qui va être différent d'un pays à l'autre. Je souhaite sincèrement que les entreprises disent vraiment les vrais pourcentages qui se trouvent dans leurs produits. C'est sûr que théoriquement, sachant qu'il n'y a pas énormément de vérification, potentiellement qu'une entreprise pourrait mentir et je souhaite vraiment que ça ne se passe pas dans notre industrie. Bien évidemment qu'une compagnie peut mentir sur le pourcentage d'ingrédients actifs, sur la qualité de ces ingrédients utilisés. C'est pour ça que les autorités, elles font généralement des tests aléatoires pour vérifier que la liste des ingrédients qui est inscrite sur le packaging correspond bien à ce qu'on retrouve dans le produit. Malheureusement, aujourd'hui, il y a énormément de produits cosmétiques qui sont vendus à travers le monde, donc c'est tout simplement impossible de tous les tester. C'est pour ça que personnellement, j'ai tendance à acheter mes cosmétiques uniquement auprès de marques en qui j'ai confiance. Écoute, je sais pas comment ça se passe dans tous les pays. En Corée, si tu veux, par exemple, faire un produit anti-tache, tu dois avoir un pourcentage minimal d'un actif anti-tache reconnu. En Europe, par exemple, on a des ingrédients où tu dois pas dépasser un certain seuil légal. Là, on va plutôt vérifier que tu n'as pas dépassé. Après, sur les actifs en eux-mêmes, j'ai envie de dire, c'est pas forcément ce que vérifient le plus les autorités de contrôle, en tout cas en Europe. Ils vont plus vérifier qu'il n'y a pas de substance interdite que vérifier que tu as bien mis assez de ta substance de ton actif. Donc en ce moment, on est dans la partie plus marketing de la vidéo, comme vous avez sûrement remarqué, donc j'avais envie qu'on parle un petit peu des tactiques de vente. Petit topo qui, je crois, ne plaira pas tant aux marques, mais aux consommateurs, oui. Et pour ce faire, j'aurai le plaisir d'être accompagnée virtuellement par Cyril Laurent, qui est un ancien chercheur en biologie au niveau des cellules souches. Une tactique de vente qu'on voit bien souvent, c'est le greenwashing, hein. Beaucoup de gens en parlent. C'est un peu, dans le fond, l'action de rendre un produit plus vert que ce qu'il est réellement. Donc par exemple sur un shampoing, on va mettre de l'avant des ingrédients qui sont naturels et même si on a vu dans l'épisode 2 que naturel n'égale pas nécessairement meilleur pour l'environnement, ben c'est toujours ce que les compagnies vont préférer mettre de l'avant parce qu'en fait ils savent que les gens préfèrent voir une petite fleur de camomille versus, je sais pas moi, une éprouvette ou tout autre symbole un peu trop scientifique. Ce qu'on voit très classiquement, si tu prends par exemple la marque Caudalie, ils le font très souvent maintenant, surtout sur leur site internet c'est sûr, leur packaging je sais plus, mais à chaque fois tu as l'allégation qui dit contient 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Et ça joue un peu sur le biais cognitif et l'idée c'est de dire bah si c'est dérivé des plantes, ça veut dire que c'est forcément mieux. Alors que tout le monde sait que tu as aussi des poisons très puissants dans la nature, donc c'est pas parce que c'est issu d'une plante, hein, voire même d'un animal d'ailleurs, hein, mais ça c'est souvent interdit, que c'est forcément mieux et plus sain en fait. Hein. Donc cette idée en tout cas de classer les ingrédients qui soient d'origine synthétique, créés par l'homme dans un laboratoire, ou alors qu'ils soient extraits chimiquement, parce que c'est souvent ce que les marques ne disent pas, mais tout ça c'est extrait chimiquement par exemple d'une plante. Donc vraiment le rationnel c'est surtout que quelle que soit l'origine d'un ingrédient, c'est pas ça qui va lui donner sa vertu, c'est pas ça qui va faire que c'est un ingrédient qui soit bénéfique ou pas bénéfique en fait, c'est surtout ça qui est important. Une deuxième méthode que les marques vont utiliser pour vendre, c'est de mettre de l'avant un ingrédient qui est tendance dans le moment. Donc oui, en cosmétique, c'est comme en mode ou dans d'autres milieux, il y a toujours des ingrédients qui vont avoir momentanément beaucoup de succès. Donc par exemple le niacinamide, je pense aussi à la vitamine C en ce moment qui est tellement forte qu'on la trouve partout. Le truc en fait avec ça, c'est que je pense qu'il faut se poser la question premièrement, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Tu sais, on fait ça aussi, bon, en bouffe avec certains aliments, on les met sur un piédestal, donc vous savez tout ce qui est les super aliments et tout ça. Il y a un peu l'équivalent de ça en cosmétique, mais il faut se poser la question, ben, est-ce que la vitamine C, pour moi, pour mon type de peau ou avec même ma sensibilité de peau, est-ce que c'est un ingrédient qui est pertinent pour moi? Moi, c'est vrai que ma philosophie pour le soin de la peau, c'est vraiment en fonction de chaque personne. Il y a vraiment des grandes thématiques dont tout le monde a besoin. Tout le monde a besoin d'avoir une bonne routine d'hydratation qui sera pas la même entre quelqu'un qui a la peau sèche, qui a la peau grasse et tous les intermédiaires. Il y aura certains actifs aussi qui reviennent toujours, comment s'exfolier, etc. Mais le principe, c'est toujours de bien comprendre comment est sa peau, comment elle fonctionne et surtout ce dont elle a besoin. C'est exactement ce que tu disais. Tout le monde n'a pas besoin de 20% de niacinamide avec 1% de rétinol et surtout tout le monde ne va pas le tolérer. Et c'est surtout ça je pense qui est le plus important, c'est vraiment dans le choix éclairé et essayer d'éviter, même si c'est dur parce qu'on adore les produits,
d'en tester toujours 15 milliards, de changer éternellement, quoi. Ensuite, on a ce qu'on appelle le marketing de la peur, et ça, c'est un peu le contraire du dernier point évoqué. Donc, au lieu de parler et de mettre de l'avant, en fait, les ingrédients qu'on utilise, on va plutôt parler de ceux qu'on n'utilise pas dans les formules. Le marketing de la peur, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert, en fait, avec cette série-là, en faisant mes recherches. Le truc, c'est que quand on a peur, on est plus rationnel, donc des fois, on a de la misère à analyser, ben, qu'est-ce que les choses sont vraiment, en fait. Moi, je sais, par exemple, que quand je suis très anxieuse par rapport à un truc particulier dans ma vie ou que je suis même en état de panique, on a beau me parler, c'est comme si je suis dans une petite bulle, plus capable de rationaliser, de revenir dans le monde réel. Donc faut faire attention avec ça parce qu'il y a des marques qui peuvent jouer avec nos émotions pour nous vendre certains produits. Bah, le grand classique, hein, c'est le sans parabènes, sans silicone, sans alcool, où on a l'impression que du coup, si on formule quelque chose, bah, c'est un truc que j'ai jamais compris, mais si on formule quelque chose sans ceci et cela, c'est forcément un gage de qualité. Mais on peut très bien faire un produit le plus irritant du monde, sans parabènes, sans silicone, sans phénoxyéthanol, etc. Le gros problème avec ça, c'est que surtout il y a une dérive littéralement scientifique. Ce qu'il faudrait plutôt mettre en avant, c'est toujours la même chose, c'est qu'est-ce que ça contient surtout. Le quatrième et avant-dernier point, c'est quand on met de l'avant le fait qu'un ingrédient botanique va avoir tel effet dans la nature et que donc ça va s'appliquer aussi à nous, les humains. Souvent cette comparaison entre on regarde comment une plante par exemple fait pour retenir son eau, etc. Et donc l'allégation va être, bah, comme la plante elle est capable de retenir son eau même dans le désert, etc. Ça sous-entend que ça fera la même chose sur notre peau si on la met dans un cosmétique. Il se trouve, bon, je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour vous le dire, nous ne sommes pas des plantes, notre biologie est quand même très différente, même si on a beaucoup de choses en commun. Et le plus souvent, en fait, ce sont juste des choses qui ne sont pas prouvées et personne ne le sait. Alors ça veut pas forcément dire, c'est aussi quelque chose que je dis souvent, que ça sert strictement à rien, mais la majorité du temps, c'est juste non prouvé, quoi. Finalement, ma cinquième et dernière tactique de vente, c'est quand sur un site ou sur un emballage, on va voir des tests d'efficacité. Donc par exemple, 92% des femmes ont trouvé leur peau plus douce après utilisation. Qu'en est-il vraiment? Il faut toujours se méfier des études qui sont mentionnées en tant qu'argument de vente, puisque généralement on va retrouver un petit astérix à la fin qui va nous indiquer une petite phrase marquée en italique bien tout petit avec inscrit études réalisées in vitro. In vitro, ça veut dire sur des cultures cellulaires au laboratoire. Le problème, c'est qu'il y a un monde entre ce qui se passe au laboratoire et ce qui se passe dans la vraie vie lorsque nous, on va utiliser le produit. C'est sûr que les entreprises ont le droit de faire leurs propres études. Moi, j'ai toujours été pour les études à l'externe. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de billet. C'est sûr que ça coûte beaucoup plus cher. Donc, dépendamment de chaque entreprise, on va voir des études à l'externe ou à l'interne. C'est sûr que comme consommateur, je crois que c'est important de faire la part des choses parce que souvent, les compagnies vont juste montrer les beaux résultats et on va pas nécessairement voir les résultats qui sont moins intéressants, là. Ensuite, le dernier point, il faut regarder si c'est une étude consommateur ou alors si c'est une étude clinique. Une étude clinique va utiliser des techniques analytiques, donc des techniques d'imagerie pour avoir des résultats un petit peu plus scientifiques. Moins tant 2% de profondeur de ride, tant de pourcents d'hydratation, etc. Donc ça, c'est des mesures qui sont assez objectives parce que c'est de la mesure, donc en fait, c'est très précis. Par contre, c'est vrai que parfois, ça parle pas forcément beaucoup aux gens parce que, par exemple, réduire une ride de 10%, c'est déjà énorme. Sauf que pour un consommateur, ça paraît pas grand-chose. Alors qu'une étude consommateur, ce sont tout simplement des volontaires qui ont testé le produit et ils ont répondu à certaines questions. Est-ce que vous avez trouvé votre peau plus hydratée? Oui, non. Est-ce que vous êtes content du produit? Oui, non. Et c'est tout. Donc forcément, ce sont des études qui sont purement subjectives et qui n'apportent pas réellement d'informations. Donc la meilleure des choses, c'est toujours d'avoir une étude qui a été réalisée par un indépendant et non par la marque. Est-ce qu'en général, plus un produit est cher, mieux c'est? Non. Au niveau de la qualité, non? Le prix d'un produit cosmétique, ça va surtout dépendre de son positionnement marketing, en fait. Alors oui, tu peux avoir des formules qui sont plus chères que d'autres parce que même un ingrédient qui te semble à peu près pareil, parce que la qualité peut être différente. Tu peux avoir un sourcing éthique, responsable, machin, etc., qui fait que ça coûte plus cher. Un truc tout bête, c'est ton volume de production, parce qu'en gros, moins tu en fais, plus ça te coûte cher à faire à l'unité. Tu vas avoir aussi tous tes coûts
du style le flacon, les tests, toute ce qu'on appelle la supply chain. Tu vas payer tes créatifs aussi pour faire ton pack, ton emballage, etc. La manutention, distribuer les trucs. Et puis alors, si tu es sur des grandes marques, tu vas aussi avoir tout ce qui est le budget marketing, le budget égérie. Il faut payer tes employés et puis faut aussi faire une marge. Le prix, c'est vraiment multifactoriel, mais ça veut absolument pas dire que plus c'est cher, mieux c'est. Est-ce qu'on peut retrouver des ingrédients controversés aussi dans les marques de luxe ou les produits plus chers ou c'est plus courant dans les produits moins chers? En fait, oui. La réponse est toute simple. Il y a beaucoup d'ingrédients controversés, même dans les crèmes qui coûtent cher, par exemple les agents de conservation. Je pense qu'il y a autant d'ingrédients controversés dans les marques de luxe que dans les marques de parapharmacie, puisque concernant les marques de luxe, elles ont une réputation qui est déjà ficelée et donc elles ne se préoccupent pas vraiment de toutes ces controverses au niveau des ingrédients. Concernant les marques de parapharmacie, c'est un petit peu pareil. Par contre, on retrouvera beaucoup moins d'agents irritants et d'agents sensibilisants dans les marques de parapharmacie, tout simplement parce que ces marques, généralement, elles sont destinées pour les peaux sensibles et pour les peaux atopiques. Dans les marques de luxe, ça va effectivement être plus compliqué de remplacer certains ingrédients. Ça va être tout ce qui est silicone, polymère, etc. Sauf que, je suis désolée, mais ça fait aussi partie de tes qualités de ton produit cosmétique. Moi, je pense qu'il faut apprendre aux gens que parfois, tu peux pas remplacer tel ingrédient comme ça. Déjà, ça prend du temps. Un développement produit, c'est 12 à 18 mois. Et tu peux pas toujours remplacer au 1 pour 1. Le problème, c'est que si tu en enlèves un, parfois, tu peux le remplacer par 1, 2, 3, 4, 5 autres. Parfois, il faut refaire toute la formule parce que du coup, ça te déstabilise ta formule. Ton conservateur, ça marche plus. Enfin, tu vois, si tu changes beaucoup, il faut refaire tout le côté réglementaire. Il faut refaire tous tes tests. Enfin, c'est un process monstrueux. C'est beaucoup plus difficile que ça en a l'air. Ton produit peut être efficace tout ce que tu veux. Si le consommateur ne prend pas de plaisir à l'appliquer, il va pas le racheter. Ça fait quand même beaucoup à retenir tout ça, je sais. Mais je voulais aussi parler d'un dernier sujet côté marketing, thème qu'on aborde pratiquement jamais en cosmétique. J'ai l'impression que les cosmétiques sont excessivement genrés. Est-ce que ça existe des cosmétiques spécialement formulés pour les hommes? C'est une excellente question. Pour moi, ça m'a toujours dérangé cette question de genre dans l'industrie cosmétique. Je vois pas pourquoi une femme devrait payer plus cher qu'un homme, pourquoi une femme âgée devrait payer plus cher qu'une femme plus jeune. Ce genre de discrimination-là, j'ai vraiment de la misère avec ça. On n'a pas nécessairement les mêmes préoccupations, mais en général, la peau peut avoir des besoins qui sont très similaires. Qu'on parle d'hydratation, une peau tendance acnéique, on veut matifier, peu importe. Donc, à mon avis, il ne devrait pas nécessairement avoir autant de différences entre les hommes et les femmes dans notre industrie. Il y a vraiment une différence entre la peau des hommes et des femmes. Si on prend par exemple les glandes sébacées, qui sont plus grosses, sont plus nombreuses parce que les hommes sécrètent de la testostérone. Donc c'est sûr que nos peaux sont différentes, mais maintenant, je trouve que tu as très raison que les cosmétiques sont excessivement genrés. Si on prend une crème hydratante de base, ça va fonctionner aussi bien pour une femme que pour un homme. Ça, c'est un point qui me fascine littéralement puisque ça montre à quel point l'outil marketing est un outil puissant puisque non, il n'y a pas de produits cosmétiques pour les hommes et de produits cosmétiques pour les femmes. Ce qui va changer, ça va être le packaging. Donc, on sera sur des packagings beaucoup plus foncés pour les hommes alors que les femmes veulent des packagings beaucoup plus clairs. Les parfums ne seront bien évidemment pas les mêmes et pour les produits hommes on va retrouver des colorants, donc des couleurs rouge foncé, bleu foncé que les femmes ne recherchent généralement pas. Mais sinon la formule ça reste la même chose, ce sont des produits similaires et là où ils poussent le vice un peu plus loin c'est quand les prix sont différents. Donc un conseil, rendez-vous dans votre supermarché et regardez les produits hommes et les produits femmes, je pense que vous allez être surpris. Nous voici à la fin de l'aventure derrière les cosmétiques, mais pas la fin, je crois, de mes recherches. J'ai l'impression d'avoir ouvert une porte qui pourra peut-être jamais se refermer, même si aujourd'hui j'ai l'impression que oui, parce que je fais ma conclusion. Honnêtement, maintenant, je sens que je vais être curieuse de regarder les ingrédients dans les cosmétiques, lire les étiquettes, et pas parce que j'ai peur, mais plutôt parce que je suis curieuse, tout simplement maintenant. Je suis venue répondre avec ce projet-là à tellement de questions que j'avais, questionnements que vous aviez des fois aussi, selon ce que vous m'avez partagé. Je sais qu'il y a aussi des gens, au contraire, qui s'étaient jamais posé la question sur ce qu'ils appliquent sur leur corps. Et je dois dire, c'est correct aussi, hein. C'est très prenant de commencer à s'intéresser à tout ça.
Je l'ai vu, moi j'ai eu des gros up and down dans la série. C'était énergivore et des fois confrontant à faire comme projet, mais je suis tellement contente qu'on ait eu une si belle brochette d'invités à travers ce documentaire-là, tous les spécialistes. Je les remercie du fond du cœur parce que je crois que c'est un sujet qui est pas assez discuté. C'est d'ailleurs pour ça aussi que j'ai osé le faire parce que je voyais personne en fait au Québec en parler. C'est un débat, c'est un sujet controversé, mais à ma grande surprise, ça s'est bien passé. Donc je voulais vous remercier pour votre écoute, votre belle écoute et votre ouverture d'esprit par rapport à ce sujet-là. Honnêtement, pour ma part, je pense que j'ai appris plus de choses sur l'envers des cosmétiques en un mois qu'en 10 ans de carrière, ce qui est absolument fou. Mais je me disais justement que si c'est des choses que moi je ne sais pas, peut-être que vous non plus, et ça m'a fait vraiment, vraiment plaisir de vous emmener avec moi dans cette quête-là. Donc j'espère que ça va vous aider maintenant pour choisir vos cosmétiques. En toute honnêteté, je ressens un peu de pression à faire cette conclusion parce que je sais, même après le premier épisode, je recevais déjà des messages, des commentaires « Ah, mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant? » ou qu'est-ce que... Comme si je savais d'avance ça serait quoi ma conclusion au tout début de mes recherches. Alors que pas du tout, et je pense que souvent les documentaires aussi nous font prendre un certain côté, nous font faire une prise de conscience en fait, et je pense que ça doit être le cas pour certaines personnes qui m'écoutent en ce moment, mais en même temps, si on a regardé le même projet, vous et moi, je pense que vous comprenez aussi que tout ça est dans des nuances là, infinies et c'est du cas par cas à chaque fois, que ce soit pour la santé, pour l'environnement ou pour notre peau. Chaque point pour moi est nuancé et donc je vois pas pourquoi ma conclusion serait autrement. Un compliment qui est revenu souvent, c'est que vous avez aimé ma neutralité dans tout le projet. Ben, j'ai envie de vous dire en terminant que j'aimerais que vous l'appréciez encore pour les prochaines années ou les prochains moments parce que j'ai envie de rester neutre et accessible pour tous. C'est impossible pour moi de parler de produits qui vont convenir à absolument tout le monde. Donc je pense que toutes les cases à cocher qu'on peut cocher au-delà de l'efficacité qui a toujours été en fait mon seul critère ou presque pour vous parler d'un produit, toutes ces cases-là, j'ai envie de vous dire que je vais vous laisser les cocher vous-même parce que chaque personne est responsable de faire ses choix en cosmétique. Vous, comme consommateur, n'oubliez jamais que vous avez le gros bout du bâton. Pour vrai, si vous arrêtez de mettre votre argent dans une compagnie, avec un certain nombre, éventuellement, cette compagnie peut faire faillite. Donc, vous avez le pouvoir. Et je pense aussi parallèlement à ça que le savoir, c'est le pouvoir. Donc, le plus on est informé sur nos cosmétiques, le mieux on peut faire des choix éclairés. Et c'était tout le but aussi du documentaire, qu'on s'outille en fait pour faire des décisions éclairées. Moi, si vous achetez d'une petite entreprise naturelle, bio ou d'un gros groupe comme L'Oréal, ça change absolument rien dans ma vie. Je veux juste que vous achetiez des cosmétiques qui conviennent à votre peau et qui vous font plaisir tout en répondant à vos besoins. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Je pense que les cosmétiques, honnêtement, ça doit rester quelque chose d'agréable. Et je vous souhaite que maintenant, en ayant plus d'informations, vous continuez aussi sur cette voie-là de vous faire plaisir. Tout simplement. Fait que c'est tout. Ça va être ma conclusion. Tiens, bye!